Aux confins septentrionaux de l'Amérique du Nord s'étend un territoire où l'hiver n'est pas une simple parenthèse, mais une réalité omniprésente qui imprègne chaque aspect de l'existence. Ici, le froid ne s'installe pas brutalement, mais lorsqu'il s'abat, il le fait avec une détermination implacable. Les températures chutent progressivement jusqu'à atteindre des niveaux qui anéantiraient en quelques minutes tout organisme non préparé. L'air devient sec et âcre, et chaque respiration révèle la fragilité du corps face à un environnement qui ne lui offre aucun répit. Le paysage se transforme lentement. D'abord, les tons intermédiaires disparaissent, puis le contraste s'accentue. La neige commence à recouvrir le sol, non pas d'un manteau uniforme, mais comme un avertissement épars qui s'accumule dans les ombres, les creux et les recoins où le soleil ne pénètre plus. Au fil des jours, cette présence fragmentée se consolide en une couche continue qui redéfinit complètement le paysage. Au Canada, l'hiver n'est pas qu'une saison. C'est une force structurelle qui bouleverse l'équilibre de la vie. Ce qui fonctionnait comme un système relativement stable durant les mois chauds est soumis à une pression constante qui modifie les comportements, les relations et les priorités. La nourriture se raréfie. Les transports coûtent plus cher. Les erreurs qui pouvaient être corrigées en été ont désormais des conséquences immédiates. Quant à la faune de ces régions, survivre à l'hiver ne se résume pas à endurer le froid. Cela implique d'anticiper, de s'adapter et d'accepter une profonde transformation de son mode de vie. Chaque espèce réagit différemment, mais toutes sont confrontées au même défi fondamental. Économiser son énergie tout en continuant à s'en procurer, rester actif sans s'épuiser et se déplacer sans s'exposer plus que nécessaire. À la fin de l'automne, les premiers signes de conflit apparaissent. Le territoire, autrefois partagé sans conséquences graves, devient une ressource vitale. Les zones qui offraient jadis une nourriture abondante ne peuvent plus nourrir que quelques individus. Les déplacements diminuent, les rencontres se font plus fréquentes et plus tendues. La compétition, auparavant latente, se manifeste par des comportements de plus en plus directs. Les prédateurs sont confrontés à un défi immédiat. Nombre de leurs proies habituelles réduisent leur activité, migrent, cherchent refuge ou entrent en léthargie. L'épisteur devient plus complexe. La neige épaisse efface les repères, mais révèle aussi les traces. Le terrain punit la vitesse et privilégie la stratégie. La chasse cesse d'être une poursuite effrénée et devient un exercice de patience, d'observation et de calcul. Même les plus petits animaux subissent les conséquences de ce changement. Oiseaux minuscules, insectivores opportunistes, rongeurs actifs toute l'année. Tous doivent se disputer une nourriture qui s'amenuise de jour en jour. Graines enfouies, débris végétaux gelés, insectes cachés sous l'écorce ou dans le sol, rien n'est accessible sans effort. La dynamique sociale au sein de nombreuses espèces est profondément modifiée. Les individus qui maintenaient des distances marquées durant l'été tolèrent désormais une plus grande proximité, non par coopération consciente, mais par nécessité thermique ou informationnelle. Dans d'autres cas, c'est l'inverse qui se produit. La rareté réduit la tolérance et renforce les hiérarchies. L'accès à la nourriture détermine les positions et les différends se règlent rapidement, ne laissant aucune place aux conflits prolongés. Dans ce contexte, le renard polaire apparaît comme l'un des exemples les plus aboutis d'adaptation aux hivers rigoureux. Léger et doté de mouvements précis, ce petit prédateur a transformé son corps et son comportement pour se fondre presque chirurgicalement dans le milieu glacé. Son pelage, qui arborait des nuances de brun et de gris durant l'été, achève sa métamorphose en un blanc immaculé, devenant ainsi un prolongement presque invisible du paysage enneigé. Cette transformation n'est pas seulement esthétique. Le pelage d'hiver du renard est une structure très spécialisée. Un sous-poil dense et fin emprisonne l'air chaud près de la peau, tandis que des poils de garde plus longs et plus résistants le protègent du vent et de l'humidité. Même ses coussinets sont recouverts de fourrure, ce qui répartit son poids sur la neige et lui permet de se déplacer sans s'enfoncer, contrairement à d'autres prédateurs. La préparation du renard à l'hiver commence bien avant les premières neiges.
Durant le bref été arctique, il se nourrit abondamment, accumulant des réserves de graisse pouvant représenter jusqu'à 1/5 de son poids. Cette graisse lui sert non seulement d'énergie, mais aussi d'isolant thermique, une barrière interne contre les températures qui descendent en dessous de -40 °C. Son anatomie s'adapte également. Les oreilles sont plus petites et plus arrondies, minimisant ainsi les pertes de chaleur. Le museau se raccourcit. Chaque centimètre de surface exposée est optimisé pour économiser l'énergie. Rien dans son corps n'est dû au hasard. Tout répond à une pression environnementale constante qui a façonné l'espèce depuis des milliers de générations. Sortant de sa tanière aux premières lueurs de l'aube, le renard marque une pause. Il ne se met pas en mouvement immédiatement. Il renifle l'air, écoute, évalue la situation. Son ouïe est suffisamment fine pour déceler le moindre mouvement d'un petit rongeur sous plusieurs dizaines de centimètres de neige tassée. Cette capacité lui permet de chasser même lorsque la surface semble parfaitement immobile. Les terriers qu'il utilise ne sont pas de simples abris temporaires. Nombre d'entre eux sont des structures héritées, des réseaux complexes de tunnels et de chambres qui ont été agrandis et réutilisés pendant des siècles. Ces villes souterraines offrent une protection contre le vent, une isolation thermique et une base stratégique à partir de laquelle le renard organise son activité hivernale. À mesure que l'hiver avance, son comportement devient de plus en plus opportuniste. Il suit les grands prédateurs à distance, guettant les restes. Il pille les réserves de nourriture dès qu'il le peut. Il a même appris à chasser les phoques près des sources hydrothermales, une stratégie qui exige des heures d'immobilité absolue et un timing précis. Pour chasser les petits rongeurs, sa technique est aussi efficace que spectaculaire. Immobile, il incline la tête et repère le bruit. Puis, il bondit verticalement et plonge tête la première dans la neige, disparaissant complètement. Il réapparaît souvent avec sa proie prise dans ses mâchoires. Chaque mouvement résulte d'un équilibre subtil entre dépenses énergétiques et probabilité de succès. Le territoire du renard devient crucial en hiver. Il peut s'étendre sur des dizaines de kilomètres carrés et doit être défendu avec acharnement. Loups, lynx et grands rapaces constituent une menace constante. Le renard ne se contente pas de chasser. Il doit aussi éviter de devenir lui-même une proie. Chaque déplacement implique une évaluation permanente des risques. Durant les périodes les plus froides, son activité est réduite au minimum. Il peut rester des jours entiers dans son terrier, recroquevillé, la queue enroulée autour de son corps comme une couverture supplémentaire. Son métabolisme ralentit, économisant son énergie jusqu'à ce qu'une occasion réelle justifie un effort. Toutes les espèces n'affrontent pas l'hiver en surface. Sous la glace des étangs et lagunes peu profonds, la grenouille léopard du Nord adopte une stratégie radicalement différente. Immobile, coincée entre les rochers et les sédiments, cette créature à sang-froid entre dans un état qui défie les définitions traditionnelles de la vie active. Sa préparation commence dès que l'eau se refroidit. Contrairement aux mammifères, la grenouille ne peut pas générer sa propre chaleur corporelle. Elle produit donc des composés spéciaux qui agissent comme un antigel naturel, empêchant la formation de cristaux de glace dans ses tissus vitaux. Ces modifications biochimiques lui permettent de résister à des températures proches de zéro pendant des mois. Choisir le bon abri est crucial. Il faut un plan d'eau suffisamment profond pour éviter le gel complet, mais pas trop profond pour que l'eau y soit oxygénée. Quelques centimètres de différence suffisent pour faire la différence entre la vie et la mort. Une fois installée, la grenouille réduit son métabolisme à un niveau quasi imperceptible. Son cœur ne bat que quelques fois par heure, ses poumons cessent de fonctionner. L'oxygène nécessaire est absorbé directement par la peau. La digestion s'arrête, l'activité cérébrale est réduite au minimum. Pendant des mois, elle demeure dans un état de dormance absolue. L'hiver s'écoule sans mouvement, sans réaction visible. La grenouille ne réagit pas aux stimuli qui, en d'autres circonstances, déclencheraient une fuite immédiate. Tout son organisme est programmé pour conserver son énergie jusqu'à ce que l'environnement permette à nouveau l'activité. Sous la neige et la glace, la vie ne s'arrête pas. Elle se réorganise.
Chaque espèce, du prédateur le plus agile à l'amphibien le plus immobile, trouve une manière différente de s'intégrer dans un monde où la marge d'erreur est infime. Les hivers canadiens ne font pas de distinction selon la force ou la taille, mais selon l'adéquation au corps. Et cette pression commence à peine à se faire pleinement sentir. Sous l'apparente immuabilité de l'hiver canadien, l'équilibre se modifie sans cesse. Chaque jour qui passe réduit non seulement les réserves alimentaires, mais aussi la capacité de récupération du corps. Le froid n'agit pas comme un coup brutal, mais comme une pression constante qui oblige tous les organismes à repousser leurs limites. Dans ce contexte, la survie ne consiste pas à dominer l'environnement, mais à s'y adapter sans s'effondrer. Dans les prairies et les forêts ouvertes du centre du Canada, le spermophile de Richardson adopte une stratégie inverse à celle du renard ou du lynx. Au lieu de rester actif et de s'adapter au froid extrême, ce petit animal disparaît du monde visible pendant des mois. Sous le sol gelé, son corps entre dans l'un des états d'hibernation les plus profonds connus chez les mammifères. La préparation commence bien avant l'arrivée de l'hiver. À la fin de l'été, l'écureuil augmente considérablement sa consommation de nourriture. Chaque jour est consacré à manger, stocker et convertir l'énergie en réserve de graisse. En quelques semaines seulement, son poids corporel peut augmenter de près de moitié, une transformation qui modifie complètement sa physiologie. Cette graisse n'est pas simplement une réserve d'énergie, c'est le carburant qui assurera les fonctions vitales pendant une période prolongée d'inactivité quasi totale. Le refuge souterrain où elle passera l'hiver est le fruit d'années de travail. La chambre principale se situe à plusieurs mètres de profondeur, sous le niveau de congélation du sol. La température y reste relativement stable, même lorsque la surface atteint des températures extrêmement basses. Ce réseau de tunnels sert non seulement d'accès, mais aussi de système de ventilation et de défense. Un système conçu pour minimiser les risques lorsque l'écureuil ne peut réagir rapidement. Au moment d'hiberner, le corps de l'écureuil subit une transformation radicale. Sa température corporelle chute à quelques degrés seulement au-dessus de zéro. Son cœur, qui bat normalement des centaines de fois par minute, ralentit considérablement. Sa respiration devient si lente que les intervalles entre les inspirations peuvent durer plusieurs minutes. Le métabolisme ralentit considérablement. La digestion s'arrête. L'activité cérébrale se simplifie. L'organisme entre dans un état de conservation absolue, où chaque réaction chimique est finement régulée afin d'éviter tout gaspillage. Pendant des semaines, l'écureuil reste immobile, ne subsistant que grâce aux réserves accumulées durant l'été. L'hibernation n'est cependant pas un état continu et ininterrompu. L'organisme se réactive périodiquement pendant de brèves périodes. Ces réveils sont énergivores, mais ils remplissent des fonctions essentielles. Ils permettent à l'organisme de réguler sa température, d'éliminer les déchets et de maintenir l'intégrité de certains systèmes physiologiques. Chaque épisode consomme une part importante des réserves de graisse. Leur fréquence doit donc être strictement contrôlée. La survie durant cette période dépend autant de la qualité de l'abri que des réserves énergétiques. Un terrier mal situé, une ventilation insuffisante ou des réserves de graisse trop faibles peuvent être fatales à un écureuil avant même la fin de l'hiver. Dans ce contexte, aucune erreur de dernière minute n'est permise. Tout se joue avant que le froid ne s'installe pleinement. Pendant ce temps, dans la forêt boréale, une silhouette imposante se déplace parmi les sapins et les épicéas avec une sérénité qui contraste fortement avec la rudesse du milieu. L'orignal, le plus grand des cervidés, affronte l'hiver sous un angle différent. Sa taille, loin d'être un désavantage, devient un atout stratégique. Le rapport entre sa surface corporelle et son volume lui permet de conserver la chaleur plus efficacement que les animaux plus petits. La préparation de l'orignal à l'hiver commence par des changements physiologiques progressifs. À mesure que la durée du jour diminue, son métabolisme ralentit. Ses besoins énergétiques diminuent considérablement, ce qui lui permet de survivre avec une alimentation moins riche en nutriments. Le développement de son pelage d'hiver constitue l'une de ses principales défenses contre le froid. Les longs poils extérieurs creux emprisonnent l'air et forment une barrière isolante exceptionnelle. En dessous, une épaisse couche de fourrure fine offre une protection supplémentaire. Ses longues pattes et ses larges sabots lui permettent de se déplacer dans la neige profonde avec une aisance surprenante. Là où d'autres animaux s'enfoncent et s'épuisent, l'orignal avance à grandes enjambées,
créant des sentiers qu'il emprunte ensuite pour économiser son énergie. Chaque mouvement est calculé pour minimiser les efforts inutiles. Le régime hivernal de l'orignal est austère et exigeant. Il délaisse la variété du fourrage estival pour se concentrer sur les branches, les pousses et l'écorce. Le saule, le bouleau, le tremble et le sapin baumier constituent l'essentiel de sa nourriture. Pour obtenir suffisamment de nutriments, il doit consommer chaque jour des dizaines de kilogrammes de matière végétale ligneuse. Son système digestif, doté de plusieurs compartiments spécialisés, fermente lentement cette matière, extrayant l'énergie de composants qui seraient inutiles à la plupart des animaux. Ce processus digestif génère de la chaleur interne, un atout précieux par temps froid. L'orignal ne se contente pas de manger pour survivre, il utilise également la digestion comme source secondaire de chaleur corporelle. L'équilibre entre l'alimentation, le repos et l'activité physique devient donc crucial. Un excès d'activité entraîne une dépense énergétique irrécupérable, tandis qu'une activité insuffisante réduit l'apport alimentaire en deçà du minimum nécessaire. En hiver, les orignaux peuvent se regrouper de façon informelle dans des zones où le terrain les abrite du vent et leur offre un accès relativement stable à la nourriture. Ces regroupements n'impliquent pas de coopération active, mais ils génèrent des avantages indirects. Les sentiers compactés facilitent leur déplacement et réduisent leurs efforts individuels. Malgré cela, la compétition pour les meilleurs emplacements de pâturage peut donner lieu à des confrontations brèves mais intenses. La menace de prédation ne disparaît jamais complètement. Bien qu'un orignal adulte soit un adversaire redoutable, les meutes de loups peuvent profiter de la neige épaisse et de la fatigue accumulée pour attaquer les individus affaiblis. La survie de l'orignal dépend du maintien de sa condition physique et de sa capacité à éviter les zones où le terrain limite ses déplacements. À un autre niveau de l'écosystème, dans les grottes, les mines abandonnées et les cavernes profondes de l'Est du Canada, les petites chauves-souris brunes se préparent à une stratégie de survie encore plus extrême. Leur petite taille les rend particulièrement vulnérables au froid, mais leur permet aussi d'effectuer l'une des hibernations les plus profondes parmi les mammifères à sang chaud. À la fin de l'été et au début de l'automne, les chauves-souris entrent dans une période d'alimentation intense. Chaque nuit, elles consomment des quantités d'insectes pouvant dépasser la moitié de leur propre poids corporel. Cette phase, appelée hyperphagie, leur permet d'accumuler suffisamment de réserves de graisse pour survivre pendant des mois d'inactivité. Le choix d'un gîte d'hiver est crucial. Les chauves-souris recherchent des endroits où la température reste stable, juste au-dessus de zéro, et où l'humidité est élevée pour éviter la déshydratation. Les grottes profondes, les mines abandonnées et autres structures similaires offrent des conditions idéales. Nombre d'entre elles retournent au même site année après année, suivant des routes migratoires spécifiques qui peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres. Une fois installées, elles se regroupent en colonies denses. Des centaines, voire des milliers d'individus s'entassent sur les murs et les plafonds, partageant chaleur et humidité. Cette proximité réduit les pertes d'énergie et offre une certaine protection contre les prédateurs occasionnels. Au début de l'hibernation, le corps de la chauve-souris entre dans un état d'animation suspendu. Le rythme cardiaque chute brutalement, la respiration ralentit considérablement. La température corporelle se rapproche de celle de l'environnement. Le métabolisme ralentit au minimum. Dans cet état, la chauve-souris peut survivre des mois sans manger ni boire, grâce uniquement à ses réserves accumulées. Cependant, à l'instar de l'écureuil terrestre, l'hibernation n'est pas totalement continue. Périodiquement, les chauves-souris doivent se réveiller pour accomplir leurs fonctions vitales. Ces épisodes, bien que brefs, sont très énergivores. Chaque réveil représente un risque, nécessaire à la survie à long terme, mais dangereux s'il est trop fréquent. À ce stade, l'hiver canadien se révèle non comme un ennemi uniforme, mais comme un filtre implacable qui favorise des stratégies très différentes. Activité constante, immobilité absolue, taille imposante, métabolisme ralenti, il n'existe pas de voie unique de survie. Seule l'adaptation précise à la place qu'occupe chaque espèce au sein de cet écosystème extrême permet d'y parvenir. Et tandis que le froid continue d'asseoir sa domination, les interactions entre ces stratégies commencent à s'entremêler, préparant le terrain pour une phase hivernale encore plus complexe, dont l'ampleur est loin d'être révélée.
L'hiver entre dans une phase plus profonde et plus stable, fini les surprises et les transitions visibles. Le froid persiste, la neige se compacte et l'environnement entre dans un état de permanence qui exige bien plus qu'une simple résistance initiale. À ce stade, le défi n'est plus de supporter l'impact du changement, mais de survivre sous une pression constante, sans perspective d'amélioration. Pour de nombreux organismes, c'est la phase la plus dangereuse, non pas parce que l'environnement se dégrade, mais parce que l'usure accumulée commence à se faire sentir silencieusement. Dans la forêt boréale, une présence presque invisible se déplace avec fluidité sur la neige durcie. Le lynx du Canada représente l'une des adaptations les plus abouties au cœur de l'hiver. Contrairement à d'autres prédateurs qui souffrent lorsque le sol est recouvert d'une épaisse couche de neige, le lynx prospère dans ces conditions. Son anatomie semble spécifiquement conçue pour cet environnement. Ses pattes énormes, recouvertes d'une fourrure épaisse, répartissent son poids avec une telle efficacité qu'il peut se déplacer sur des surfaces où d'autres animaux s'enfoncent et ralentissent. Cet avantage devient crucial lorsque la neige atteint des épaisseurs qui rendent la mobilité impossible pour de nombreuses proies. Le lièvre d'Amérique, sa principale source de nourriture, possède lui aussi de larges pattes, mais même lui commence à montrer ses limites lorsque la neige est irrégulièrement tassée. Le lynx exploite chaque irrégularité du terrain, chaque aspérité durcie, chaque sentier préexistant, se déplaçant avec un minimum d'énergie. Le pelage du lynx s'épaissit sensiblement en hiver. La couche interne se renforce pour former une barrière thermique exceptionnelle, tandis que les poils externes repoussent l'humidité et le vent. Grâce à cette isolation, le lynx peut rester immobile pendant de longues périodes sans perdre de chaleur corporelle, une capacité essentielle pour une stratégie de chasse qui repose sur une patience absolue. La chasse hivernale du lynx ne repose pas sur de longues poursuites, le terrain ne s'y prête pas. Le félin observe, écoute et attend. Son ouïe est extrêmement fine, capable de détecter les moindres mouvements sous la neige tassée. Sa vision est adaptée à la faible luminosité, ce qui lui confère un avantage certain durant les longues périodes de crépuscule qui caractérisent l'hiver canadien. Le territoire du lynx s'étend ou se réduit en fonction de la disponibilité des proies. Les années d'abondance, il peut rester sur des zones relativement restreintes. Lorsque les populations de lièvres diminuent, il est contraint de parcourir de bien plus grandes distances, adaptant ses itinéraires pour minimiser ses efforts. Il emprunte les sentiers naturels, les lits de cours d'eau gelés et les chemins tracés par d'autres animaux, optimisant ainsi chacun de ses déplacements. Le caractère solitaire du lynx s'accentue en hiver. Les rencontres avec d'autres individus sont rares et, lorsqu'elles ont lieu, elles se règlent généralement par des signaux olfactifs et visuels, sans affrontement direct. L'énergie dépensée lors d'un combat est inacceptable dans ce contexte. La survie repose sur la préservation de toutes les réserves disponibles. Pendant ce temps, au cœur des forêts et des zones humides, une stratégie tout à fait différente assure la survie durant les mois les plus rigoureux. La hutte de castor se dresse comme une structure solide au milieu des étangs gelés, une forteresse patiemment construite au fil des semaines et des mois. Cette structure n'est pas seulement un abri, c'est un système fermé qui permet à une famille entière de passer l'hiver sans être exposée au soleil. Les préparatifs du castor commencent bien avant que la glace ne recouvre l'étang. Durant l'automne, la famille travaille sans relâche, abattant des arbres, transportant des branches et stockant d'énormes quantités de bois sous l'eau. Cette réserve sous-marine constitue leur unique source de nourriture pendant des mois, jusqu'à ce que la végétation fraîche disparaisse complètement. L'emplacement de la réserve de nourriture est crucial. Elle doit se trouver dans une eau suffisamment profonde pour ne pas geler complètement, mais assez proche du chalet pour permettre un accès rapide et sûr. Une mauvaise planification peut être fatale si la glace bloque l'accès aux réserves ou si celles-ci deviennent inaccessibles en raison des variations du niveau de l'eau. La cabane est conçue pour une conservation optimale de la chaleur. Ses parois, constituées de couches imbriquées de bois, de boue et de pierre, sont très épaisses. Lorsque le gel survient à l'extérieur, ces couches durcissent davantage, créant une barrière isolante qui maintient une température intérieure relativement stable. À l'intérieur, la chambre principale se situe au-dessus du niveau de l'eau et n'est accessible que par des tunnels sous-marins. Durant l'hiver, le monde du castor se réduit à cet espace clos et au cours d'eau qui relie la hutte aux réserves de nourriture.
La glace recouvrant l'étang constitue une protection supplémentaire, bloquant l'accès aux prédateurs terrestres. Cependant, elle empêche également toute fuite vers la surface. La famille demeure complètement isolée pendant des semaines, voire des mois. La physiologie du castor est parfaitement adaptée à la vie aquatique hivernale. Ses poumons lui permettent de rester immergé pendant de longues périodes. Sa fourrure, composée d'une couche interne dense et imperméable et de poils externes déperlants, conserve la chaleur même dans une eau proche de zéro. Un toilettage constant est essentiel pour maintenir ses propriétés isolantes. À l'intérieur de la hutte, la vie se déroule à un rythme lent et régulier. Les castors se blottissent les uns contre les autres pour se réchauffer, réduisant leurs activités au strict minimum et ne s'aventurant dans l'eau qu'en cas d'absolue nécessité pour se nourrir. Leur régime hivernal, composé presque exclusivement d'écorce et de bois tendre, est pauvre en nutriments, ce qui exige des repas fréquents pour couvrir leurs besoins énergétiques. La cohabitation prolongée dans un espace restreint exige également des adaptations comportementales. La cellule familiale doit maintenir une coexistence stable pendant des mois, sans possibilité de dispersion. Les hiérarchies sont bien définies et les conflits sont résolus rapidement et discrètement, car toute dépense d'énergie inutile compromet la survie collective. À l'opposé, en termes de taille et de force, de petits oiseaux comme la mésange charbonnière affrontent l'hiver grâce à leur mémoire, leur comportement social et leur capacité d'adaptation métabolique. Malgré leur petite taille, ces oiseaux restent actifs tout au long de l'hiver, résistant à des températures qui contraignent de nombreux animaux bien plus grands à hiberner ou à migrer. À l'automne, les mésanges charbonnières accumulent des milliers de graines et d'insectes dans des caches disséminées sur leur territoire. Chaque oiseau gère son propre système de réserve, réparti de telle sorte qu'aucune perte individuelle ne soit catastrophique. Leur capacité à se souvenir de l'emplacement exact de ces caches pendant des semaines, voire des mois, constitue une adaptation essentielle, facilitée par les variations saisonnières de leur cerveau. Le plumage d'hiver de la mésange charbonnière s'épaissit sensiblement. En gonflant ses plumes, elle crée une couche d'air isolante qui réduit les pertes de chaleur. Lors des nuits les plus froides, elle peut entrer dans un état de torpeur contrôlée, abaissant sa température corporelle et son métabolisme pour économiser son énergie. Cet état la rend vulnérable, mais il est essentiel à sa survie durant les nuits extrêmement longues et froides. Les mésanges charbonnières forment des groupes mixtes en hiver, s'associant à d'autres petites espèces. Ces regroupements renforcent la vigilance face aux prédateurs et améliorent l'efficacité de la recherche de nourriture. Cependant, au sein du groupe, une hiérarchie claire détermine l'accès aux meilleures ressources et aux dortoirs nocturnes les plus sûrs. Trouver de la nourriture en hiver est une course contre la montre. Une mésange charbonnière doit consommer chaque jour une quantité importante de nourriture équivalente à son propre poids, ne serait-ce que pour maintenir sa température corporelle. Chaque jour, elle parcourt méthodiquement les branches, l'écorce et les aiguilles de conifères, examinant chaque surface à la recherche de nourriture cachée. La persévérance est aussi importante que l'efficacité. Tandis que ces stratégies se déploient en parallèle, l'hiver continue d'exercer sa pression implacable. Il n'y a ni événement spectaculaire, ni changement brusque. La sélection s'opère silencieusement, de manière cumulative. Les individus incapables d'équilibrer leurs dépenses et leur récupération commencent à disparaître, pas toujours de façon visible, mais certainement pour de bon. L'écosystème hivernal canadien repose sur un réseau complexe d'adaptations extrêmes. Chaque espèce occupe une place précise au sein d'un système qui ne tolère ni gaspillage ni improvisation. L'hiver ne favorise ni la force brute ni la vitesse excessive. Il privilégie la précision, l'économie et la capacité d'adaptation à des limites strictes. Et tandis que la neige continue de recouvrir le territoire et que la lumière reste rare, le cycle poursuit sa progression vers son point le plus exigeant, où même les mieux adaptés devront affronter une dernière épreuve avant que l'équilibre ne bascule à nouveau. L'hiver atteint son point le plus stable. Il n'avance ni ne recule sensiblement. Il demeure tout simplement. Cette immobilité apparente est trompeuse, car c'est durant cette période que la pression accumulée commence à déterminer qui peut continuer et qui ne le peut pas. La neige reste compacte, le froid constant, la lumière rare. Aucun événement nouveau ne vient déclencher une alerte immédiate, et c'est précisément pour cette raison que la tension devient plus périlleuse.
La survie cesse d'être une réaction à l'environnement et devient une épreuve d'endurance intérieure. Dans ce contexte, le loup gris apparaît comme l'une des espèces qui non seulement résistent à l'hiver, mais l'utilisent à leur avantage. Contrairement à de nombreux prédateurs solitaires, le loup n'affronte pas le froid seul. Sa plus grande force réside non seulement dans sa physiologie, mais aussi dans sa structure sociale. La meute fonctionne comme une unité coordonnée, capable de transformer la rareté en opportunité grâce à une coopération précise. Durant les mois précédant l'hiver, les loups ne se préparent pas en accumulant excessivement de la graisse. Leur survie dépend du maintien d'une condition physique optimale pour chasser durant toute la saison froide. L'automne est une période d'adaptation et non d'engraissement passif. La meute affine ses itinéraires, renforce sa cohésion sociale et évalue la disponibilité des proies sur son territoire. Le pelage d'hiver du loup se compose d'une double couche très performante. Les poils extérieurs repoussent l'humidité et protègent du vent, tandis que la couche intérieure emprisonne la chaleur contre la peau. Cette isolation est si efficace que les loups peuvent se reposer directement sur la neige sans perdre de chaleur corporelle, même lorsque les températures chutent. Leur comportement au repos s'adapte également. Durant les nuits les plus froides, les loups se pelotonnent en un corps compact, protégeant leur museau et leurs membres avec leur queue. Cette posture réduit la surface exposée et crée un microclimat chaud qui leur permet de conserver leur énergie lors de longues périodes d'inactivité. La chasse hivernale de la meute est une démonstration d'efficacité collective. Dans la neige profonde, les loups se relaient pour tracer la voie. Ceux qui ouvrent la voie dépensent plus d'énergie, mais cet effort est partagé par tous. La coopération réduit la dépense individuelle et leur permet de parcourir de grandes distances sans épuiser aucun membre de la meute. Lorsqu'ils chassent de grandes proies, comme des élans ou des cerfs, les loups exploitent le terrain à leur avantage. Ils rabattent les ongulés vers des zones où la neige est plus profonde ou plus irrégulière, les obligeant ainsi à dépenser une énergie disproportionnée. Le but n'est pas une poursuite rapide, mais une usure progressive qui fait pencher la balance en faveur de la meute. La structure hiérarchique devient encore plus cruciale en hiver. Les individus dominants accèdent en premier à la nourriture, ce qui permet aux chasseurs les plus expérimentés de conserver les forces nécessaires pour les chasses futures. Cette répartition, qui peut paraître injuste vue de l'extérieur, est une stratégie qui maximise les chances de survie de l'ensemble du groupe. Le territoire d'hivernage d'un troupeau peut s'étendre sur des centaines de kilomètres carrés. Son entretien exige des patrouilles constantes et un investissement énergétique important. Les limites sont régulièrement marquées, non seulement pour dissuader les autres troupeaux, mais aussi pour maintenir la cohésion interne. Le territoire définit les itinéraires, les abris et les possibilités de chasse. Le perdre signifierait s'exposer à des zones inconnues au pire moment de l'année. Les charognes prennent une valeur croissante à ce stade. Les loups ne laissent passer aucune occasion. Les animaux morts de froid, de faim ou de blessures antérieures constituent une source d'énergie cruciale, réduisant ainsi la nécessité de chasser activement. La capacité à localiser et à défendre ses ressources contre les autres charognards est un avantage décisif. Tandis que les loups parcourent de vastes étendues, d'autres habitants de l'écosystème affrontent l'hiver dans une quasi-immobilité. Au fond de leurs terriers, grottes et abris naturels, les grizzlies connaissent l'un des états physiologiques les plus complexes du règne animal. Leur entrée en hibernation hivernale est le fruit d'une préparation intense qui commence des mois à l'avance. À la fin de l'été et en automne, l'ours entre dans une phase d'hyperphagie extrême. Il ingère des quantités massives de nourriture, transformant chaque calorie disponible en réserve de graisse. Ce processus est parfaitement maîtrisé. L'organisme de l'ours est conçu pour optimiser le stockage, accumulant suffisamment d'énergie pour survivre des mois sans manger, boire ni éliminer ses déchets. Choisir une tanière est une décision cruciale. L'ours évalue la stabilité du terrain, la protection contre le vent, l'accumulation de neige et l'isolement. De nombreuses tanières sont creusées sur des pentes orientées de manière à être entièrement recouvertes de neige, créant ainsi une couche isolante supplémentaire. Une fois installé, l'ours entre dans un état de torpeur profonde. Contrairement aux véritables hibernants, sa température corporelle ne baisse que modérément. Cependant,
Son rythme cardiaque et respiratoire diminue considérablement. Son métabolisme ralentit fortement, lui permettant ainsi de conserver son énergie pendant de longues périodes. L'un des aspects les plus remarquables de cet état est la capacité de l'ours à recycler des substances toxiques pour d'autres animaux. L'urée est transformée en protéines réutilisables, ce qui prévient la fonte musculaire. L'eau est conservée grâce à des processus métaboliques qui éliminent le besoin de boire ou d'uriner pendant des mois. Chez les femelles gestantes, le défi est encore plus grand. La naissance des petits a lieu pendant l'hibernation hivernale. Les minuscules et vulnérables petits dépendent entièrement de leur mère, qui produit un lait riche en nutriments tout en restant dans un état d'activité minimale. Cette capacité représente l'une des adaptations les plus complexes et efficaces de la biologie des mammifères. Tandis que les ours sommeillent sous la neige, l'hiver poursuit son œuvre de sélection silencieuse à la surface. Toutes les espèces ne bénéficient pas d'abris aussi sûrs. Nombre d'entre elles doivent affronter chaque jour un équilibre précaire entre risque et nécessité. La rareté des ressources réduit la tolérance à l'erreur. Une blessure mineure, une décision mal avisée, une dépense énergétique excessive peuvent marquer le début d'un déclin irréversible. Le paysage hivernal, drapé de blanc, paraît immobile de loin. Pourtant, chaque empreinte, chaque sentier compacté, chaque branche rongée raconte une histoire récente de survie. La neige enregistre l'activité avec une clarté implacable, révélant des schémas que d'autres peuvent interpréter. Ce qui se répète devient prévisible et ce qui est prévisible devient vulnérable. En cette période de l'hiver, la nuit s'étire comme une épreuve supplémentaire. Les températures atteignent des niveaux historiquement bas. Le corps doit choisir entre se déplacer pour trouver de la nourriture ou rester immobile pour conserver sa chaleur. Il n'existe pas de réponse universelle. Chaque espèce, chaque individu est confronté à ce choix en fonction de ses propres limites physiologiques. La pression psychologique, même inconsciente, joue également un rôle. Le manque de variété, la répétition constante de routines minimales et une incertitude prolongée influencent le comportement. Certains individus deviennent excessivement conservateurs. D'autres, poussés par la nécessité, prennent des risques croissants. Ces deux extrêmes peuvent s'avérer fatals. L'hiver n'anéantit pas la vie d'un coup. Il l'érode, la diminue, la filtre. Chaque jour passé est le fruit de centaines de micro-décisions judicieuses accumulées. Il n'y a ni exploit grandiose, ni moment héroïque. La survie se définit par le silence, l'immobilité, par des choix invisibles. Et tandis que le froid persiste et que la neige continue de façonner le terrain, l'écosystème se dirige vers un point critique. Le pire n'est pas toujours le début ni la fin, souvent c'est la durée. L'hiver n'a pas encore fini de faire des ravages. L'hiver commence à montrer des signes ambigus. Aucun changement net ni répit durable ne se profile, mais certains détails viennent perturber le rythme qui, pendant des semaines, semblait immuable. La lumière s'attarde quelques minutes de plus à l'horizon. Le soleil reste bas et faible, mais sa présence modifie brièvement la surface de la neige. Ce changement minime suffit à bouleverser des comportements que la nécessité avait figés depuis des mois. La neige ne se comporte plus de la même façon au cours de la journée. Aux premières heures, elle reste dure et stable, permettant des déplacements relativement aisés. À mesure que le soleil monte, certaines zones s'affaissent, ramollissent et deviennent irrégulières. La nuit, le froid la durcit à nouveau, créant des couches traîtresses, à la fois fermes et fragiles. Le terrain devient imprévisible. Un pas assuré à l'aube peut se transformer en une erreur fatale au crépuscule. Les corps parvenus à ce stade portent les marques de l'usure. Il n'y a plus de réserve ni d'énergie accumulée. Chaque ajustement exige un calcul précis. L'expérience acquise au cœur de l'hiver devient un atout précieux. Ceux qui interprètent ces changements comme une amélioration définitive en perdent souvent le prix fort. L'hiver ne pardonne pas les excès d'enthousiasme. Les proies commencent à modifier prudemment leurs habitudes. Elles n'étendent pas immédiatement leur territoire, mais explorent, quelques mètres plus loin. Un sentier abandonné, une clairière qui laisse apparaître des zones de sol compactées. Ces incursions ne sont pas motivées par la recherche de nourriture abondante. Elles sont motivées par la recherche d'informations. Savoir ce qui a changé est aussi important que de trouver de la nourriture. Ce mouvement supplémentaire comporte des risques. Le corps réagit avec moins de souplesse qu'auparavant.
Les réflexes sont moins rapides, la force n'est plus la même. Pourtant, la nécessité oblige à avancer. Rester immobile alors que l'environnement offre des opportunités peut également s'avérer fatal. L'équilibre devient encore plus précaire. Les prédateurs observent ces changements avec une attention accrue. Cette transition est une phase de vulnérabilité générale. De nombreuses proies atteignent ce stade à bout de force. Une blessure mineure, un retard de réaction ou une simple séparation du groupe peuvent devenir des signaux décisifs. La chasse devient plus opportuniste, mais non plus impulsive. Le coût de l'échec reste trop élevé. En terrain dégagé, le vent continue de modeler la surface. Il balaie la neige par endroits, laissant apparaître des plaques dures et exposées. Ces couloirs naturels facilitent les déplacements, mais concentrent aussi l'activité. Là où les déplacements sont plus aisés, le risque augmente. La visibilité s'améliore et avec elle, la probabilité de rencontres inattendues. Au cœur de la forêt, le changement est plus lent. L'ombre prolonge le règne du froid. La neige reste plus épaisse, plus stable, moins affectée par les variations quotidiennes. Pour certains, ces espaces demeurent des refuges sûrs. Pour d'autres, ils deviennent des zones de souffrance prolongée, où l'absence de variation limite les possibilités. La faim ne se manifeste plus seulement par la privation, mais aussi par une fatigue accumulée. Le corps réagit par une maladresse croissante. Même lorsqu'une occasion se présente, la saisir implique d'évaluer si l'effort en vaut la peine. Toutes les occasions ne justifient pas l'énergie qu'elles requièrent. À ce stade, la sélection naturelle favorise non pas les plus audacieux, mais les plus précis. Poussés par la nécessité, certains individus commencent à prendre davantage de risques. Ils franchissent des limites qu'ils avaient évitées pendant des semaines. Ils explorent des zones à risque. Ils le font non par confiance, mais parce qu'ils ont épuisé toutes les autres solutions. Ces décisions marquent une nette différence entre ceux qui peuvent encore attendre et ceux qui n'ont plus cette possibilité. Le paysage se fragmente visuellement. Là où tout était d'un blanc uniforme, des contrastes apparaissent, surfaces plus sombres, textures irrégulières, ombres marquées. Cette complexité, bien qu'informative, sème aussi la confusion. L'environnement cesse d'être uniforme et exige une lecture plus nuancée, plus attentive. Les nuits sont encore froides, mais elles sont de moins en moins uniformes. Certaines offrent un bref répit, d'autres sont aussi rigoureuses que les rigueurs de l'hiver. Cette irrégularité rend l'adaptation difficile. L'organisme n'est plus en mesure d'anticiper avec précision l'effort requis pour le lendemain. La gestion de l'énergie devient alors encore plus cruciale. Dans certaines zones, la neige fond suffisamment pour laisser apparaître de petites parcelles de terre nues. Ces zones, ni vastes ni uniformes, offrent de réelles opportunités. La nourriture y est plus accessible. Elles deviennent des points chauds d'activité, attirant proies et prédateurs. Cette concentration accroît la tension. Chaque rencontre prend une importance particulière. Les voies navigables entrent dans une phase dangereuse. La glace, qui pendant des semaines assurait un passage sûr, commence à se fragiliser. Des fissures apparaissent, la glace s'amincit par endroits et des grondements sourds résonnent à sa surface. Les routes historiques ne sont plus fiables. La mémoire ne suffit plus. Chaque traversée doit être réévaluée comme si c'était la première fois. Ce changement bouleverse des territoires entiers. Des zones autrefois reliées se retrouvent isolées. D'autres, restées séparées pendant des mois, se connectent de façon inédite. La carte mentale construite durant l'hiver devient obsolète. Un nouvel apprentissage s'impose et tout le monde n'en est pas capable. L'usure accumulée demeure le facteur déterminant. Nombreux sont ceux qui, ayant survécu à la période la plus froide, ne franchissent pas cette étape. Non pas que les conditions se détériorent, mais parce que le corps ne parvient plus à s'adapter. Les blessures mineures s'aggravent. La fatigue devient chronique. L'organisme flanche lorsqu'il doit se réajuster. D'autres, en revanche, commencent à montrer des signes de récupération lente mais perceptibles. Leurs mouvements deviennent plus fluides, leur posture plus stable. Leur attention reste soutenue, mais leur corps réagit plus efficacement. Il ne s'agit pas d'un regain de force, mais d'une fonctionnalité restaurée. Cette différence subtile est cruciale. Sous la surface, le monde souterrain montre des signes évidents de réactivation. L'espace entre le sol et la neige s'anime, les tunnels s'élargissent, l'activité s'intensifie. Cette dynamique stimule l'écosystème de l'intérieur,
engendrant un effet d'entraînement qui se répercute sur ceux qui en dépendent. La base de l'écosystème réagit avant même la surface visible. Cette activité accrue engendre de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux risques. Les bruits sous la neige se multiplient, les vibrations sont déroutantes. Interpréter correctement ce qui se passe en dessous devient plus complexe. L'environnement exige une attention renouvelée. La lumière, même faible, modifie les rythmes internes. Les périodes d'activité s'allongent, le repos se fragmente. Le corps, qui avait appris à économiser son énergie lors de longues périodes d'immobilité, doit trouver un nouvel équilibre. Ce réajustement n'est pas immédiat. Durant ce processus, la vulnérabilité augmente. Certains commettent des erreurs par excès de prudence. Ils confondent changement et sécurité. Ils se déplacent plus qu'il n'est conseillé, dépensent leur énergie prématurément et s'exposent à des moments inopportuns. L'hiver punit ces erreurs, même en retraite. Il ne pardonne pas l'impatience. D'autres restent prudents. Ils observent plus qu'ils n'agissent. Ils s'adaptent progressivement, consolidant chaque avancée avant d'en tenter une autre. Pour eux, la transition devient une véritable opportunité et non un piège. Le paysage ne paraît plus figé. La neige se déplace, la glace réagit, l'air change. Tout bouge, lentement certes. La complexité revient, avec elle la nécessité de prendre des décisions plus nuancées, plus fréquentes et plus risquées. L'hiver a laissé des traces profondes. Même s'il s'estompe, ses effets persistent. Les comportements acquis ne disparaissent pas immédiatement. Prudence, économie de mouvement et vigilance constante restent de mise. L'expérience devient notre guide. Cette phase n'est pas une fin, mais un seuil. La vie qui a atteint ce point entre en territoire inconnu, façonné par des mois de pression. Le succès n'est pas garanti, seul compte la possibilité de s'adapter une fois de plus. Tandis que le froid s'estompe inégalement, le monde se prépare sans le savoir au prochain tournant du cycle. L'épreuve de l'hiver n'est pas encore terminée, elle a simplement changé de forme. La fin de l'hiver ne se manifeste pas par un geste clair ni une rupture nette. Il n'y a pas de jour précis où le froid quitte la terre, ni d'instant précis où la pression disparaît. Ce qui se produit est plus subtil et de ce fait plus exigeant. L'hiver commence à se retirer sans prévenir, laissant derrière lui un environnement qui ne répond plus aux règles qui l'ont régi pendant des mois. Mais elle ne réunit pas encore les conditions d'une véritable reprise. La lumière s'attarde sensiblement. Elle ne chauffe pas, mais elle persiste. Chaque jour ajoute quelques minutes qui perturbent les rythmes internes de ceux qui ont survécu jusqu'ici. Le corps perçoit ce changement avant l'esprit. Les périodes d'activité s'allongent, les pauses se redistribuent et l'immobilité absolue cesse d'être la stratégie dominante. Cependant, l'usure accumulée empêche toute réaction soudaine. Il n'y a ni élan de mouvement, ni retour immédiat aux habitudes antérieures. Tout se déroule avec retenue. Le paysage commence à se transformer. La neige, autrefois uniforme, se fragmente. Des surfaces mixtes apparaissent, où coexistent des couches durcies, des zones molles et des endroits où le sol affleure de façon irrégulière. Cette variabilité exige une évaluation constante du terrain à chaque déplacement. L'environnement est devenu imprévisible. Là où le risque était autrefois homogène, il est désormais sélectif, localisé et en perpétuelle évolution. Pour de nombreux organismes, cette phase est plus dangereuse que le cœur de l'hiver. Pendant des mois, le monde a été rude mais stable. Désormais, l'instabilité exige une adaptation accrue alors que les réserves sont au plus bas. L'organisme ne peut plus se permettre d'erreurs prolongées. Chaque ajustement compte. Les barrages commencent à étendre leur territoire avec plus d'assurance, sans pour autant renoncer à la prudence acquise. Ils ne retournent pas brusquement vers les vastes étendues. Ils explorent progressivement. Une nouvelle clairière, un sentier oublié, une lisière où la neige a suffisamment fondu pour permettre l'accès à des aliments compressés ou à des débris végétaux. Chaque avancée est évaluée, chaque recul aussi. L'alimentation reste limitée, mais la différence est que les efforts commencent à porter leurs fruits. Cette légère amélioration change la donne. L'équilibre ne repose plus uniquement sur l'endurance. La possibilité de récupération s'ouvre, même si elle est lente et irrégulière. Les prédateurs modifient à nouveau leur comportement. L'urgence extrême cède la place à une stratégie axée sur le rétablissement de leurs conditions physiques.
La chasse cesse d'être une simple réponse à la faim immédiate et devient un investissement à moyen terme. Survivre n'est plus le seul objectif. Se préparer à la prochaine étape prend toute son importance. Le paysage se fragmente en zones au rythme distinct. Dans les clairières, le dégel partiel crée des couloirs plus accessibles, mais aussi plus exposés. La visibilité s'accroît. Les rencontres se multiplient. Au cœur de la forêt, l'ombre retient le froid plus longtemps. Là, l'hiver s'accroche, prolongeant la rigueur de l'hiver pour ceux qui dépendent de ces abris. Les voies navigables traversent une phase critique. La glace perd de sa cohésion. Ce qui, pendant des semaines, offrait une surface sûre, devient désormais une menace silencieuse. Des fissures apparaissent, des zones fragilisées se révèlent et des grondements sourds résonnent dans la structure. Les passages habituels ne sont plus possibles. L'eau reprend de l'importance, d'abord comme un danger, puis comme une ressource. Ce changement nous oblige à redessiner nos cartes mentales. Les voies sûres sont abandonnées, d'autres sont découvertes. La mémoire forgée durant l'hiver profond perd de sa précision. Apprendre à nouveau devient essentiel, et tous n'en sont pas capables. L'usure accumulée demeure le facteur déterminant. Nombreux sont ceux qui ne tirent aucun profit de cette transition. Ils ont survécu au froid le plus intense, mais pas à la réadaptation. Le corps épuisé flanche lorsqu'il doit faire preuve de plus de souplesse. C'est un cruel paradoxe du cycle naturel. L'endurance ne garantit pas le succès futur. D'autres, en revanche, commencent à montrer des signes évidents de rétablissement. Leurs mouvements deviennent plus fluides, leur posture se stabilise et leurs réflexes s'améliorent. Il ne s'agit pas d'un regain de force ou d'abondance, mais d'un retour à la fonctionnalité. Et dans ce contexte, la fonctionnalité représente un atout considérable. Sous la surface, le monde caché qui a soutenu l'écosystème durant les mois les plus rigoureux est désormais à l'origine du changement. L'activité souterraine s'intensifie, les tunnels s'agrandissent, les échanges se multiplient. Ces fondations invisibles réactivent le système de l'intérieur, engendrant des effets qui mettent du temps à se manifester en surface, mais qui sont déjà à l'œuvre. Cette dynamique engendre de nouvelles interactions. La concentration de population autour des zones où la neige fond en premier intensifie la concurrence. Les rencontres se font plus fréquentes et plus complexes. La simplicité imposée par l'hiver cède la place à un scénario plus complexe, avec davantage de variables, d'options et de risques. Les nuits sont encore froides, mais ne se ressemblent plus. Certaines permettent un repos plus profond, d'autres reviennent avec une rigueur inattendue. Cette irrégularité empêche une adaptation définitive. Le corps doit rester souple, vigilant et prêt à se retirer si nécessaire. La transition punit la rigidité et l'impatience. Les comportements acquis au fil des mois ne disparaissent pas. La prudence demeure, même lorsque les conditions s'améliorent. L'économie de mouvement reste la norme. Le souvenir du froid extrême agit comme un frein interne, évitant les efforts inutiles. L'expérience devient un atout discret. Le paysage perd peu à peu sa blancheur dominante. Des tons plus doux apparaissent, puis des contrastes plus marqués. Il n'y a pas d'explosion de vie immédiate. Le renouveau est graduel, contenu, presque timide. La nature ne se précipite pas, elle s'adapte. Les organismes qui se déplacent aujourd'hui le font par nécessité et par espoir. L'avenir ne se résume plus à la simple survie, mais il n'offre aucune garantie d'abondance. Chaque décision a encore des conséquences. Chaque choix peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. L'hiver laisse des cicatrices visibles et invisibles. Arbres abattus, branches cassées, chemins modifiés, corps amincis, comportements affinés. Rien ne revient exactement à son état antérieur. Chaque cycle redessine le territoire et ceux qui l'habitent. Les jeunes qui ont survécu portent désormais en eux une expérience marquante qui les habitera toute leur vie. Ils ont appris sous pression, sans droit à l'erreur. Ce souvenir physique influencera leur façon d'affronter les hivers futurs. L'adaptation ne se transmet pas uniquement par la génétique, mais aussi par l'apprentissage. Beaucoup n'ont pas survécu. Leur absence contribue à l'équilibre atteint. L'hiver n'agit pas par intention ni par jugement. Il filtre, réduit, redéfinit. Le système qui en résulte n'est pas plus bienveillant, il est simplement différent. Le monde en reconstruction offre de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux défis.
La concurrence s'intensifie, les hiérarchies se redéfinissent, le territoire retrouve son importance. La vie ne se stabilise pas, elle change simplement d'intensité. Le souvenir de l'hiver demeure un avertissement constant. Même lorsque les conditions s'améliorent, la prudence acquise guide les décisions. L'excès de confiance devient un risque réel. L'expérience prime sur la force. Il n'y a pas de fin définitive. Le cycle ne se referme pas, il se poursuit. L'hiver se retire, mais il reviendra, non pas de la même manière, non pas avec les mêmes effets, mais avec le même but. N'oubliez pas que la survie n'est pas un état permanent, mais un processus d'adaptation continue. La nature ne récompense pas la résilience. Rien ne garantit la prospérité future. Seule l'adaptation continue demeure. C'est la seule constante. Et ainsi, sans cérémonie ni conclusion définitive, le monde poursuit son cours. Transformé, raffiné, marqué par les épreuves traversées. La vie persiste non pas en défiant son environnement, mais en apprenant à exister dans ses limites. L'hiver a rempli son rôle, non pas comme un ennemi, mais comme une force régulatrice. Il en résulte un nouvel équilibre, fragile, toujours provisoire. Le cycle se poursuit.